Bonjour, bienvenue pour ce 29e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Nous abordons aujourd'hui une thématique dont on ne parle pas souvent, mais qui a des incidences, nous le verrons avec nos invités, des incidences assez importantes d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, mais également pour la société et les mouvements de solidarité. Nous verrons pourquoi et nous verrons comment prévenir ces manifestations. Il s'agit des chutes des personnes âgées qui ont des conséquences qui peuvent parfois aller malheureusement au décès de la personne. En notre compagnie aujourd'hui, le docteur Lidwine Godard. Bonjour docteur Godard. Bonjour. Que nous avons l'habitude d'accueillir dans Mahogany et qui est donc gériatre au CHU de Martinique et également l'une des animatrices du réseau Gérontologie de la Martinique. C'est tout à fait ça. En notre compagnie également Félia Zami qui est cadre en activité physique adaptée. Bonjour mademoiselle Zami. Bonjour. Que nous avons également eu l'occasion de recevoir dans Mahogany et qui nous parlera des mesures de prévention qu'il est facile, aisé de mettre en œuvre pour éviter ce qu'on peut bien appeler, docteur Godard, un fléau. Ah oui, certainement. Un fléau à bas bruit. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez, pour situer le problème, est-ce que vous pouvez nous donner quelques statistiques concernant les chutes chez les personnes âgées? Alors les chutes, c'est un phénomène qui est totalement sous-estimé et banalisé parce que chuter, ça paraît pas très très grave. Chez le sujet âgé, comme vous l'avez dit, ça peut être rapidement très grave. On sait qu'au-delà de 65 ans, annuellement, 30% des sujets de plus de 65 ans vont chuter. Et quand on parle des sujets de plus de 80 ans, on est à 50%. Donc une personne âgée de plus de 80 ans sur deux va chuter chaque année. Ça veut dire qu'on estime en France à peu près le nombre de chutes entre 1,5 et 2 millions de chutes par an. Énorme. Énorme. Toutes n'ont pas des conséquences graves, heureusement. 5% des chutes vont entraîner une arrivée en hospitalisation plus ou moins prise en charge de type fracture du col, ce genre de choses. Mais on sait aussi que ça va coûter à la société, puisque vous parliez de conséquences importantes pour la personne, mais aussi pour la société. On sait que ça coûte en soins entre 2 et 3 milliards par an, tous soins confondus, c'est-à-dire prise en charge médicale, rééducation, aménagement du domicile, activité physique adaptée, enfin un petit peu tout ça. Donc on est quand même sur quelque chose de grave. De grave, absolument, et dont on ne se rend pas forcément compte avant, ou même dans l'entourage. Et parce qu'une chute, lorsqu'elle est le fait d'un enfant, d'un adolescent ou même d'un jeune adulte, ça n'entraîne pas forcément de conséquences importantes, mais dans le cas d'une personne âgée, c'est, je l'ai dit, ça peut arriver au décès. Jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'on sait par exemple dans les conséquences de la chute, on sait donc que si la personne s'est fracturé le col, malheureusement, 12 à 25% de ces personnes vont décéder dans l'année. Mais on sait aussi que s'il y a fracture du col, donc ça arrive dans 5 à 10% des cas de chute. Donc une chute sur 10 va se solder par une fracture du col, à peu près. Eh bien, quand il y a fracture du col, même si la personne avant était totalement autonome, elle a malheureusement après une chance sur 2 de ne plus être autonome dans les suites de sa fracture. On sait aussi qu'elle a après un risque sur 3 de rentrer en institution dans les suites de sa fracture. Donc c'est quand même très très important. Et quand vous avez chuté, une chute banale, donc une chute sans conséquences importantes, le risque de décès est multiplié par 4 pour cette personne, toutes causes confondues. Parce que la chute, non seulement a des conséquences directes, mais c'est aussi un révélateur de la fragilité du sujet âgé. Ça peut entraîner derrière des décompensations qui n'ont rien à voir avec la chute, mais qui vont entraîner quand même des complications importantes pour le sujet. Donc c'est à la fois un révélateur et la cause effectivement de complications beaucoup plus importantes. Alors nous avons retrouvé un reportage qui avait déjà été diffusé sur France 5, pour ne pas la citer ou pour la citer justement, qui concernait un monsieur, une personne d'un certain âge, de plus de 80 ans,
qui étaient hospitalisés suite à des chutes. Nous nous retrouvons après, nous parlerons plus précisément des différentes causes possibles des chutes. Nous regardons ce petit reportage auparavant. En France, chaque année, 9300 personnes âgées de plus de 65 ans décèdent des suites d'une chute. Toute cette semaine, une campagne de prévention est organisée pour prévenir ces accidents qui surviennent le plus souvent au domicile des victimes. Alors il existe une multitude de systèmes d'alerte pour prévenir ces chutes et le dernier en date, c'est un patch porté en permanence par les personnes âgées qui émet un signal d'alarme en cas d'accident. Les explications, Flore Vigneron, Claude Pavelec et Olivier Leplan. Alors, vous avez demandé de froid? Oui. Un jus d'orange. Rémi a 85 ans. Le mois dernier, il est tombé 4 fois. Il est aujourd'hui hospitalisé pour comprendre l'origine de ses chutes. La dernière, il l'a subie un matin en allant chercher des médicaments dans sa salle de bain. À l'aller, c'était. Au retour, moins bien. Au retour, je m'accrochais déjà un peu au mot, et d'un seul coup, pouf, sur les fesses. Les jambes comme du coton. Alors là, j'essayais de m'agripper. Je savais pas grand-chose. Les murs étaient lisses. Je suis resté 2 heures sans pouvoir me relever. Et vraiment, c'est là, c'est sûr, c'était de 2 heures, 2 heures qui paraissent longues d'ailleurs. Hein. Bonjour Monsieur Garel. Comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va moyennement, quoi, c'est pas... Vous êtes retombé ou pas là, aujourd'hui? Non. Non, parce que... La nuit dernière, j'ai fait encore un retour à 4 pattes. Oui. De la Brexit. Ah, vous avez pu vous relever tout de suite? Ou est-ce que c'était un peu difficile? C'était un peu difficile. Oui. Monsieur Garel n'est pas un cas isolé. On estime qu'une personne sur 3 de plus de 65 ans subit au moins une chute par an. Et ces chutes sont à l'origine de 50% des décès par traumatisme. Plus on reste au sol longtemps, plus ça engage le pronostic vital à cause des complications immédiates et retardées que cela implique. C'est-à-dire à la fois des problèmes métaboliques, c'est-à-dire de déshydratation, de troubles de la fonction rénale, d'encombrement des bronches avec des risques d'infection plus marqués. On a constaté sur plusieurs études que ça multipliait à peu près par 6 le risque de décès dans les mois qui suivaient. Donc, on le voit dans ce reportage, donc plusieurs facteurs aggravants ou incidents. L'âge, 85 ans, le fait de ne pas pouvoir se relever, de rester 2 heures par terre sans pouvoir se relever. La personne indique par la suite que suite à une autre chute, elle a été obligée de se déplacer à 4 pattes, à 4 pattes. Et on a l'impression qu'il y a des petits troubles par rapport aux différentes chutes qu'il a pu faire. Il ne se souvenait pas s'il était tombé la veille, ou etc., etc. Alors, docteur, quelles peuvent être les causes? Parce que là, apparemment, on ne sait pas trop pourquoi. Il a indiqué qu'il avait une faiblesse musculaire. Les jambes ne tiennent plus, donc il est tombé. Alors, quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer qu'une personne âgée tombe? Alors, la chute chez le sujet âgé, elle est rarement due à une seule cause. Elle est due en fait à des facteurs qu'on va dire favorisants, c'est-à-dire des facteurs qui fragilisent la marche, qui font que le sujet va tomber plus facilement, et puis un facteur précipitant, c'est celui qui va causer la chute au final. Dans les facteurs favorisants, le premier, c'est l'âge. C'est l'âge et le vieillissement de la marche, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, tout vieillit chez le sujet âgé, y compris sa marche. Et ça veut dire qu'en vieillissant, le sujet âgé il marche moins vite, il a tendance à lever moins haut le pied, donc tout de suite on comprend bien que s'il y a un obstacle sur sa route, il va buter beaucoup plus facilement dedans. Il va avoir tendance à rester moins longtemps sur une seule jambe. Vous savez, quand on marche, on est sur 2 pieds, puis on lève une jambe, on la pose, et c'est ce qu'on appelle la période pendant laquelle on est en unipodal, sur un seul pied. Ce temps-là, le sujet âgé va avoir tendance à le raccourcir, parce qu'il se sent moins sûr dans sa marche. Et donc il a une marche qui est moins harmonieuse. Tous ces facteurs-là sont des facteurs favorisants de la chute. Donc en fait, le vieillissement en lui-même est carrément un facteur de chute. Exactement. Donc l'âge, ce qui explique pourquoi les sujets âgés tombent plus que les sujets adultes. Ensuite, vous avez bien dit, des troubles cognitifs, c'est aussi un facteur favorisant parce qu'on s'adapte moins bien à son environnement. Or, marcher, c'est à la fois un rythme automatique et une adaptation à l'environnement. Je ralentis, j'accélère, je tourne, je lève plus haut le pied. Enfin, voilà, faut s'adapter. C'est un petit peu comme quand on conduit une voiture, il y a un obstacle, on voit un ralentissement, donc effectivement, notre cerveau voit et adapte notre comportement.
Il faut percevoir son environnement. Donc si on a un déficit visuel ou un déficit sensitif, on risque beaucoup plus de chuter. Si vous ne voyez pas bien votre environnement, vous allez moins bien anticiper. Si vous ne sentez pas bien le sol, je pense aux diabétiques par exemple, qui ont cette altération de la sensibilité. Donc tout ça, ce sont des facteurs favorisants, parmi les causes de chute. Après, on a le facteur précipitant. Et le facteur précipitant, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être un mauvais chaussage. Chaussures mal adaptées, vous prenez les pieds dans le tapis et puis boum, vous êtes tombé. Ce qui ne va pas vous arriver. À 30 ans, on peut se balader sur 10 cm de talon. À 85 ans, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Absolument. Et d'ailleurs, on voit très peu de dames de 85 ans sur 10 cm de talon. Comme quoi, le personne âgé est très adapté. Même très coquette, il arrive un moment où on se dit, c'est un peu haut pour moi. C'est plus raisonnable. Ça peut être une fièvre. Et on est moins bien. Ça peut être une hypotension. Et les médicaments jouent un rôle important comme facteur précipitant de la chute. S'être trompé dans des médicaments ou prendre des médicaments à dose trop importante, faire une hypoglycémie pour les, je pense toujours aux diabétiques. Diabétiques, oui. Donc avoir... Même ceux qui s'ignorent, surtout ceux qui s'ignorent. Surtout ceux qui s'ignorent. Enfin, tous ces petits facteurs-là vont pouvoir précipiter la chute, être surpris, avoir peur de quelque chose, un chien qui débarque, voilà. Donc la chute, c'est jamais une seule chose chez le sujet âgé, sauf quand vous êtes percuté par une voiture sur la route. Habituellement, c'est une multitude de petites choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir, à condition qu'on les ait diagnostiquées, dépistées. D'accord, donc en dehors même de toute pathologie apparente, on peut chuter et se faire mal. Alors vous avez parlé des de traitements médicamenteux, de médicaments qui peuvent donner lieu à des malaises sans que sans que l'entourage ou la personne elle-même s'en aperçoive, et favoriser la chute. Alors la prise de médicaments est toujours, c'est souvent nécessaire, voire indispensable, mais expose toujours tout sujet à des effets indésirables, et tout particulièrement les sujets âgés, d'abord parce qu'ils s'adaptent un peu moins bien aux médicaments que les sujets plus jeunes, ensuite parce qu'ils en prennent beaucoup plus, et que les médicaments ont tendance à se mélanger entre eux et à créer de nouveaux effets indésirables, pas toujours prévisibles. Et on sait qu'à partir du moment où les sujets prennent plus de 4 médicaments, ça va vite, hein, si vous prenez un paracétamol, un laxatif, un anti-inflammatoire pour votre arthrose et un antihypertenseur, vous y êtes, hein, ça va très très vite. Eh bien, c'est un facteur de risque pour les chutes, et on a ciblé certains médicaments, les psychotropes, tout ce qui va être somnifère, calmant, antidépresseur. Tout ça sont des médicaments qui favorisent la chute, et les antihypertenseurs. Et là, nous avons sur le département une population particulièrement à risque, puisque on sait qu'on a malheureusement beaucoup de sujets âgés hypertendus. Hypertendus, donc effectivement sous traitement depuis un certain temps, et avec parfois des multipathologies qui également exigent des traitements, plusieurs traitements simultanés. Donc ce sont des risques. Alors, on a vu qu'il s'agisse de risques mécaniques, de risques liés au vieillissement du corps, de l'organisme, un vieillissement également des différents sens. Alors, il y a bien entendu des possibilités d'agir sur ces causes. Donc on va essayer de les décliner. Concernant les troubles liés au vieillissement sensoriel par exemple, je pense qu'il est très simple de pallier effectivement, que ce soit en termes de vision, en termes d'ouïe, en termes de sensations tactiles. Il y a quand même des mesures simples à prendre pour éviter que ces sens soient justement pris en défaut. Alors il y a d'abord le diagnostic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se négliger, c'est pas parce qu'on n'a jamais eu de trouble de la vue qu'il ne faut pas aller voir son ophtalmologue, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on entend très très bien qu'il ne faut pas de temps en temps demander à son médecin traitant de vérifier avec des petits tests simples si effectivement tous ces sens-là sont encore bien opérationnels, on va dire, et peuvent rendre leur service, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, la marche devient moins automatique, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de marcher sans réfléchir. Plus on va vieillir, plus il va falloir faire appel à de la marche volontaire, c'est-à-dire avoir besoin de prendre conscience qu'on marche. Et ça veut dire beaucoup d'attention.
Donc ça veut dire qu'on va beaucoup plus faire appel à sa vue, à son ouïe et tout ça. Donc c'est important effectivement de dépister tous ces troubles-là, vérifier la sensibilité des pieds, être bien chaussé et avoir un environnement qui limite quand même les obstacles. Tout à fait. Donc effectivement, bon, les précautions de base, on peut dire surveiller sa santé et surveiller ses sens. Donc on fait contrôler sa vue, on fait contrôler son ouïe. On fait contrôler si on a du diabète, une diminution éventuelle des perceptions. Donc ça, c'est, on va le dire, la prévention, la première des préventions contre les chutes. Alors, on a parlé tout à l'heure des chaussures, de la nécessité de se chausser correctement. Nous avons également un petit sujet sur un atelier qui se déroule je crois en région parisienne, sur la nécessité de bien se chausser pour prévenir les différentes chutes. Nous nous retrouvons après. Les chutes répétées sont fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Elles accélèrent le processus de perte d'indépendance et d'autonomie. On estime qu'environ 30% des personnes âgées chutent chaque année, entraînant des conséquences néfastes sur les plans individuel, familial et social. Pour éviter de tomber, il est donc très important d'apprendre à bien se chausser. Alors, je pense que vous avez réfléchi au sujet, apparemment. Celle-là, à la limite, au niveau du talon, on est bon. La cambrure aussi. Alors après, c'est pas souple. Donc même si le talon est moins haut, là vous avez des difficultés à dérouler les pieds, là encore. D'accord ? Là, il faut garder une souplesse au niveau de la semelle. Les pieds, c'est vraiment notre base. Et à partir du moment où vous êtes bien dans vos chaussures et vous avez des chaussures adaptées à des pieds qui parfois sont un petit peu rétrécis, raccourcis, ou bien où il y a des hallus valgus, enfin vous voyez des choses qui dépassent un peu au niveau des pieds. C'est important d'avoir de bonnes chaussures pour avoir une bonne marche et pour que le corps puisse s'installer sur cette base. Et puis trouver un équilibre, éviter la chute, avoir de l'assurance dans la marche. Et vous pensez à vos deux pieds que vous déroulez sur le sol. Allez-y, promenez-vous. Vous vous arrêtez devant une chaise. Vous prenez le temps de venir poser le genou arrière au sol. Vous pouvez prendre appui sur la chaise. Et quand vous vous relevez, essayez de vous relever en vous remontant. Ben oui, mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, c'est d'avoir une chaise à portée de main quand vous devez vous baisser. Vous savez que la plupart des chutes, elles se font à la maison. À partir de, disons, la soixantaine, on peut éprouver des problèmes d'équilibre, on peut éprouver des problèmes de position, de statique. Et j'ai été très surprise et je suis très contente parce que dès le départ, j'ai remarqué que les techniques employées pour le travail étaient souvent des techniques de yoga, donc des techniques qui sont éprouvées depuis des millénaires et qui m'ont semblé bien adaptées à ce type de programme. Une étude réalisée par l'Institut national de santé publique canadien montre que chez les personnes qui suivent un programme d'exercice approprié, on constate une diminution du nombre de chutes de 37%, ce qui permet de retarder considérablement la perte d'autonomie. Inspirez sur place. Donc des programmes, je suppose, on verra avec Félie Azami s'il y a des programmes qui s'appliquent à la prévention des chutes en Martinique pour permettre aux gens effectivement, à la limite quasiment, de réapprendre à marcher, de réapprendre à se servir de son corps en tenant compte du vieillissement. Les pieds sont un des organes qui vieillit également. Alors c'est un organe qui vieillit, puis c'est un organe un petit peu méprisé, parce qu'un pied, c'est pas très propre, ça touche le sol, c'est pas très beau, il y a des ongles, enfin... C'est pas un organe qu'on aime particulièrement, on préfère les mains aux pieds par exemple, s'il faut choisir les extrémités. Et pourtant c'est un organe essentiel, et qui effectivement se modifie avec l'âge, parce que se déforme au fur et à mesure du temps, est aussi sujet à l'arthrose, se déforme dans les chaussures, les ongles s'incarnent, enfin... Donc la nécessité aussi d'entretenir ses pieds, et là c'est la place des podologues
qui peuvent donner de très très judicieux conseils. Non seulement faire des ongles bien sains, des pieds bien sains, mais aussi donner des conseils sur la statique un petit peu du pied. Absolument. Donc on modifie, on l'a vu dans le petit reportage, talons, cambrure de la chaussure, souplesse de la chaussure. Donc on évite, même si on aime bien, les petites mules, les claquettes, les chaussures trop hautes, pas assez serrées. Donc effectivement, un des facteurs de chute, de prévention, c'est de faire attention en se chaussant. Alors, on a parlé tout à l'heure également de la faiblesse. On a vu dans le reportage, la faiblesse liée, je pense au vieillissement et à la dégénérescence de la musculature, qui donne parfois le sentiment de ne plus être soutenu par ses jambes. Alors là encore, des possibilités de prévention. Certainement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que moins on est sûr sur ses jambes, moins on va avoir tendance à marcher, et moins on va entretenir ses muscles, et tout particulièrement les fameux quadriceps, donc les muscles des cuisses, qui sont quand même très très utiles. Mais tous les muscles sont importants parce que quand vous marchez et qu'à un moment vous êtes déséquilibré, c'est toute la musculature et toutes les articulations de votre corps qui vont vous aider à rester debout. En vous gainant un coup, pour essayer de ne pas tomber, pas trop vous figer non plus, parce que là vous tombez d'autant plus. Donc c'est vrai que l'ensemble du corps doit être bien entretenu par une activité physique adaptée. Et dès qu'un sujet âgé marche moins, il faut s'inquiéter. Et comme je l'ai déjà dit dans votre émission, il faut éviter de les chouchouter en disant oui, elle est fatiguée, elle a beaucoup travaillé dans sa vie, c'est normal que je fasse ça pour elle. Les sujets âgés sont des sujets tout à fait capables de mener une activité physique adaptée. Il faut éviter de les coucouner de trop. Et il faut les pousser justement à maintenir. Et passer son balai, c'est une activité physique. Tout à fait. Donc alors, fidèle également, nous, dans Mahogany, à ce message de prévention et de maintien d'une activité physique adaptée, nous avons entendu parler de programmes spéciaux, adaptés au vieillissement des corps et même des esprits. Donc Félia Zami, qui est, je le rappelle, cadre en activité physique adaptée, est-ce que vous avez, vous, dans votre boîte à outils, je crois que c'est un terme à la mode en ce moment, des outils qui permettent de prévenir les chutes chez les personnes âgées? Tout à fait. En termes d'outils, ce sont des exercices qui vont permettre de tonifier le corps de manière générale, donc d'augmenter la masse musculaire, et également des exercices de coordination, ou encore des exercices qui permettent d'améliorer les sensations kinesthésiques au niveau du pied, on en a beaucoup parlé notamment. Donc alors, au niveau des sensations, comment travaillez-vous? Par exemple, on l'a vu dans le reportage, les personnes se déplaçaient pieds nus. C'était très intéressant. On aborde le sol avec le talon et puis on déroule le pied tranquillement en essayant vraiment de sentir ce qui se passe au niveau du pied. Un petit exemple. Autre exemple, tout simplement assis sur une chaise, pieds nus toujours, un stylo posé au sol. On va s'entraîner à essayer de ramasser ce stylo rien qu'avec la force des orteils. Voilà. De décoller le stylo du sol, de le reposer et de recommencer cet exercice plusieurs fois. Voilà. D'accord, donc on voit effectivement activité physique adaptée. Le terme est particulièrement précis, adapté aux nouvelles conditions de vie, à une utilisation de son corps vieillissant et également au maintien d'un certain nombre, que ce soit de sensations, de dextérité. Donc travailler sur effectivement cette déperdition musculaire, mais également déperdition de sensations. Notamment au niveau de la concentration, bien sûr. Il est très important de garder son attention sur le fait d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, lever le pied un petit peu plus haut, etc. Voilà, donc il y a toutes ces adaptations à amener et pour ça, il faut pouvoir rester concentré. Donc on travaille aussi là-dessus. D'accord, donc en fait c'est des programmes globaux que vous avez l'occasion de proposer au public. Tout à fait. Alors exemple, l'association OPM, Opération Prévention Martinique, qui mène une action chaque année dans des communes différentes.
dans le but de donner aux personnes à fort risque de chute des outils pour prévenir justement ce risque. Donc il y a plusieurs professionnels de santé qui interviennent auprès des personnes sélectionnées et il y a également l'activité physique qui rentre en jeu. Je rappelle également donc une action menée conjointement par différentes institutions, dont l'ARS et le CROSMA, enfin c'est sous l'égide du CROSMA, le dispositif Saphir, dont nous avons eu l'occasion de parler et que nous avons présenté dans Mahogany, qui permet aux personnes de sélectionner un certain nombre d'activités particulièrement adaptées à leurs conditions, et à leur âge, également à d'éventuelles pathologies, qui permettent donc de maintenir, voire de reprendre une activité physique, quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies. Donc nous avons eu l'occasion d'en parler et de recevoir des animatrices du réseau Saphir. Nous en parlerons de toute façon tout au long de nos prochaines émissions. Nous avons illustré cette activité physique adaptée par un certain nombre d'exercices qui nous sont délivrés par Émile Hérichet, qui est également responsable de l'association d'activité physique adaptée pour tous. Donc nous regardons les mouvements qu'il a bien voulu exécuter à notre attention et sous vos commentaires, Félias Ami. Donc là, M. Hérichet propose un exercice de renforcement des cuisses, des quadriceps plus exactement. Donc pour commencer, pieds écartés, écartement des épaules, avec l'aide des mains sur les jambes pour pouvoir se relever. Un peu plus difficile, pieds serrés. Donc toujours avec l'aide des mains sur les cuisses pour pouvoir se relever, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc là, ça va un petit peu vite. Encore plus difficile avec les bras devant. Donc sans l'aide des mains sur les jambes pour se relever. Toujours allier la respiration. Au moment où on se lève, on souffle. Et au moment où on s'assoit, on inspire. Difficulté supplémentaire, les bras en l'air. Je le disais, ça va un petit peu vite, c'est normal. Mais on prend bien le temps de s'asseoir, de se relever, de bien souffler. Et ce sont des mouvements qu'on exécute à raison de combien de séries? Alors on peut aller jusqu'à, on va dire en moyenne 8 répétitions, voire 3 fois, à peu près 3 fois. 3 fois 8 mouvements. En objectif, 3 fois, mais au début on va peut-être faire une seule série de 8. Donc là il présente des exercices de coordination bras-jambes qui sont importants dans la marche. Donc réussir à tendre sa jambe tout en levant le bras opposé. Et ensuite, faire l'inverse, tendre une jambe et le bras du même côté. Et lever le bras du même côté. Donc là, il nous présente un exercice toujours d'équilibre dans le déplacement. Donc on va appeler ça les pas de souris. Il s'agit de marcher sur une ligne en plaçant un pied devant l'autre. Talons et pointes se touchant. Donc là, toujours prendre vraiment son temps de sentir l'équilibre, de prendre le temps de prendre les sensations justement au niveau des pieds. En avant, en arrière. On peut s'aider en plaçant les bras sur les côtés, c'est mieux pour s'équilibrer. Alors là, il propose un autre exercice où il s'agit de garder les pieds serrés, se tenir debout, d'allonger le corps et de fermer les yeux et tenter de garder le corps le plus immobile possible. Donc pareil, essayer de sentir ce qui se passe au niveau des pieds, toutes les adaptations qui se font au niveau des pieds notamment et de l'ensemble du corps finalement. Donc là à nouveau un exercice de coordination, donc comme pour l'exercice qu'il a présenté sur la chaise, debout, ça demande un peu plus d'effort, puisqu'on prend en compte vraiment l'équilibre unipodal, donc sur un pied.
savoir lever une jambe et le bras opposé en même temps. Voilà, bon, ça finit un petit peu brusquement, Oui. mais on a bien vu, donc on a décomposé les différents types d'exercices, à la fois donc d'équilibre, De coordination. coordination et De renforcement musculaire. Donc oui. Je voudrais rajouter quand même très important un muscle qu'il faut absolument muscler, ce sont les mollets, qui sont très importants dans la marche. Donc comme le docteur l'expliquait, en vieillissant, on fait des pas de plus en plus petits. Et c'est aussi lié à une perte de masse musculaire au niveau du mollet. Donc on va beaucoup travailler dans les ateliers d'équilibre sur ce mollet. Petit exemple, se tenir face à une table ou un mur, se tenir bien droit, et puis monter sur demi-pointe. Donc c'est simplement soulever les talons et les poser le plus lentement possible, élever les talons rapidement et les poser le plus lentement possible en alliant bien sûr la respiration, toujours souffler longtemps. Voilà. Alors on a vu, hein, ce sont des petits exercices simples. On n'a pas besoin d'outillage particulier pour les réaliser. Vous conseillez ce type d'exercice à raison de combien de fois dans la semaine? Ce sont des exercices qui peuvent se pratiquer tous les jours. Au quotidien? Au quotidien, donc, tout à fait. On fait sa petite séance d'équilibre au quotidien, mais au minimum 3 fois par semaine. C'est un conseil que vous donnez? Certainement, nous, ça peut nous arriver même de prescrire de l'activité physique plutôt que de prescrire des médicaments. Alors c'est bien de le faire sur un papier à prescription parce que pour le patient, c'est plus important que quand vous le lui dites. Et vous lui dites il faudrait faire de l'exercice physique, il vous fait ah oui docteur, mais il ne le fait pas forcément. Quand on le note sur une ordonnance en disant moi ce que je veux que vous fassiez c'est 30 minutes de marche 3 fois par semaine, que vous rejoigniez un groupe de marche ou un groupe d'activité physique adapté, ça passe tout de suite pour quelque chose de beaucoup plus officiel. D'ailleurs, il y a des recommandations de plus en plus officielles et internationales pour, en faveur d'une activité physique tout au long de sa vie, en fait, pour peu qu'elle soit, bien entendu, adaptée. On sait qu'il y a beaucoup de cours très actifs de Zumba ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine condition, quand on a une certaine condition liée à l'âge ou aux pathologies, il vaut mieux faire attention et adapter son activité physique. Il y a toute une gamme et une palette à son état. Alors, vous avez vous dispensez des ateliers, des formations, des ateliers d'équilibre, de coordination ou ce genre de d'exercice. C'est possible parce que bon, tout seul on peut dire on va faire des mouvements, mais c'est peut-être un petit peu fastidieux. Et au bout d'un moment, on a peut-être tendance à arrêter, à se dire ah bon je ferai ça demain, puis de demain en demain on ne fait plus. Alors est-ce qu'en groupe il est possible de cibler un certain nombre de ces ateliers? Il y a différents clubs, notamment les clubs de gymnastique volontaire qui proposent souvent des activités pour les personnes âgées. On ne va pas travailler que sur l'équilibre, il y a plein d'autres problématiques liées à l'âge, au vieillissement, la mémoire par exemple. La mémoire par le biais de l'activité physique. Oui, tout à fait. Dans le jeu notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté vraiment social, les échanges. On sort vraiment de l'isolement et on va passer un bon moment avec d'autres personnes. Et les exercices qu'on propose en activité physique adaptée favorisent justement ces échanges. Donc j'ai parlé des clubs de gymnastique volontaire, mais il y a certainement aussi des clubs de sport, notamment grâce au réseau Saphir, qui vont pouvoir accueillir des personnes âgées notamment. Donc des clubs de sport traditionnels, ça peut être un club, je sais pas moi, d'athlétisme par exemple. Et par rapport au réseau Saphir qui va former les intervenants du club, ils vont pouvoir accueillir au fur et à mesure des publics de plus en plus larges. Donc en tout cas, c'est son objectif. Et puis après, vous avez les professeurs en activité physique adaptée qui peuvent intervenir dans les associations, mais également dans leur propre entreprise qui se déplacent vers les particuliers ou encore vers d'autres associations comme des associations de personnes âgées
voilà, simplement. D'accord, donc il faut une activité physique au quotidien si possible, rompre l'isolement par le biais d'une activité en groupe. Alors, on a parlé donc des causes, des systèmes de prévention. Quelles sont, docteur Godard, les conséquences concrètes d'une chute? Elles ne sont pas forcément que médicales. Elles ne sont pas forcément que physiques. Donc alors, en fait, on peut dire qu'il y a les conséquences physiques et les conséquences psychologiques. Dans les conséquences physiques, on va avoir les hématomes, qui peuvent se passer partout dans le corps, et plus dangereusement en intracérébral. Quand on chute, on peut se faire un hématome à l'intérieur de la tête, et ça, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux. Il y a les fractures, les entorses, mais aussi, si malheureusement la personne n'est pas dans la capacité de se relever seule, eh bien, les escarres, c'est-à-dire qu'elle reste appuyée entre un plan dur, le sol, et puis ses os, et la peau qui est entre ces deux surfaces n'est plus oxygénée correctement, meurt, et donc crée des plaies et ça va très vite, ça prend 20 minutes. Donc ça va très vite. Pour créer un escarre. Entre deux plans durs sur une peau bien fine comme celle du coude, par exemple, c'est 20 minutes. Donc vous voyez que c'est très rapide. Quand la personne n'est pas du tout en mesure de bouger, parce que nous, en fait, quand on est assis ou quand on est couché, on n'est jamais immobile. On est tout le temps en train de bouger parce qu'on... Vous voyez, on répartit nos zones d'appui pour ne pas avoir ce genre d'inconvénients. Oui, on compense. Voilà, la personne âgée qui reste au sol, si effectivement, si elle a eu un traumatisme crânien, qu'elle est inconsciente, ou si elle est dans l'incapacité complète de se déplacer toute seule, va se faire ce genre de blessure. Puis après, plus longtemps les personnes restent au sol, plus les conséquences médicales sont importantes. La déshydratation, puisqu'elle ne peut plus aller s'hydrater, alors que sous nos climats, c'est quand même rapidement dramatique. Le risque d'infection, le risque de faire une infection pulmonaire, une infection urinaire, et alors après en cascade, on peut avoir toutes les conséquences médicales imaginables. Mais ce qu'on sous-estime très souvent, c'est la conséquence psychologique. Et ce qu'on sait, c'est que la conséquence psychologique, elle est d'autant plus importante que le nombre de chutes est important. Plus vous chutez, plus vous avez peur de chuter. Et que le temps resté au sol est important. Et au-delà d'une heure restée au sol, on est face à des conséquences qui sont vraiment importantes avec des personnes qui développent un véritable syndrome de stress post-traumatique. Exactement la même chose que dans les suites d'un attentat, dans les suites d'une agression physique ou dans les suites d'un accident de voiture. C'est-à-dire que le traumatisme de rester au sol comme ça, sans personne pour venir vous secourir si vous vivez seul, les personnes ressentent un sentiment de mort imminente. Elles vont mourir là, si personne ne vient, si personne ne se rend compte. Et suite à ça, ces mécanismes de défense vont venir se mettre en place sur le plan psychologique qui vont rendre difficile la rééducation. C'est-à-dire que la personne va essayer, une fois qu'elle sera secourue, de ne plus se mettre en situation de danger. Et le plus simple, c'est de ne pas remarcher. Mais ce n'est pas du tout conscient, la personne ne le fait pas exprès. Et on peut assister à des scènes absolument terribles de personnes qui ont chuté, qui sont physiquement en très bon état, qu'on essaye de remettre debout, qu'on verticalise le plus vite possible et qui vivent des scènes de terreur, qui crient, qui hurlent pour qu'on ne les remette pas debout parce qu'elles sont traumatisées psychologiquement. Et ça, c'est une prise en charge pluridisciplinaire avec des gens formés à ça, c'est-à-dire des kinés qui savent comment on reverticalise gentiment et doucement une personne âgée, une équipe paramédicale, donc un centre de rééducation, et ça va prendre des semaines. Donc quand quelqu'un chute, il faut le relever très vite, s'assurer qu'il va bien, il faut le remettre à la marche très vite, c'est exactement la même chose que quand on tombe de vélo ou de cheval, il faut s'y remettre, parce que sinon, on a ce type de conséquences, et il faut parfois mettre les gens sous antidépresseurs, sous anxiolytiques pour leur permettre de remarcher. Et plus on a du mal à les remettre à la marche, et plus leurs muscles fondent parce qu'ils restent immobiles, et alors on arrive dans une espèce de circuit infernal où les gens ne marchent pas parce que psychologiquement ils sont traumatisés, ils restent immobiles, leurs muscles fondent, quand on les remet debout, ils sentent le déséquilibre parce que leurs muscles ont fondu, parce que les articulations, parce qu'ils se sont déconditionnés à la marche, et donc ils se disent, voilà, je ne peux plus marcher puisque j'y arrive plus. C'est un tableau assez inquiétant. Donc, effectivement, à partir du simple fait d'une chute, on voit effectivement l'enchaînement des événements qui font qu'au-delà de l'aspect strictement physique, parce que c'est vrai que quand on parle de personnes âgées et de chute, l'image la plus courante dans
l'imagerie populaire, c'est cette fameuse fracture du col du fémur. Supérieure du fémur. Et on a l'impression, on sait que c'est long, on sait que c'est une pathologie qui peut s'avérer assez grave, mais on a l'impression qu'une fois soignée, une fois prise en charge, parce que je pense que la médecine a les moyens de prendre en charge ce type de traumatisme, une fois que les soins sont donnés et que les choses sont remises en place, on a l'impression que c'est fini. Or, vous êtes en train de nous dire que le traumatisme psychologique peut s'avérer beaucoup plus grave et beaucoup plus sournois que le traumatisme physique. Oui, d'autant plus qu'il est sous-estimé parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, enfin c'est connu en gériatrie, mais c'est assez peu connu du grand public. Et puis après, si vous voulez, on entend des choses comme je comprends pas, on a tout réparé, tout va bien, marche pas, voilà. Et ce défaitisme engendre encore plus d'isolement, de rupture sociale, de risque d'institutionnalisation, etc. Donc le sujet âgé, c'est toujours une prise en charge pluridisciplinaire, c'est toujours un regard en fait très vaste sur ce qui lui arrive, social, médical et psychologique. Donc vous également, Félia, Zami, dans le cadre de vos activités adaptées, vous prenez en compte cet élément psychologique? Oui, forcément. On va amener vraiment les exercices de manière très progressive. Au départ, beaucoup de gens vont se sentir beaucoup plus rassurés en se déplaçant avec un bâton, par exemple, pour prendre un troisième appui au sol. Et puis au fur et à mesure, on va leur demander de laisser leur bâton. Voilà, ça va vraiment de manière très progressive. C'est-à-dire qu'en plus donc, des exercices d'équilibre, de coordination, vous ajoutez cette dimension de reprise de confiance en son propre corps qui est effectivement un aspect très difficile à appréhender quand on n'est pas soi-même confronté à ce type de problème. Alors, on a vu donc la prévention, les conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Une fois, mais bon, ça n'empêche pas et ça n'empêchera pas malheureusement les chutes, souvent à domicile. Donc, il existe également des programmes pour aider les personnes qui sont au sol à se relever. Donc il y a des petites techniques qui permettent, en prenant son temps, en sachant qu'on ne va pas forcément être secouru prochainement, essayer soi-même de se relever et d'éviter ce traumatisme supplémentaire que constitue le fait de rester au sol plusieurs heures, malheureusement. Donc nous avons une démonstration également par Émile Hérichet de ces techniques que Félia vous allez nous décrire et décomposer pour nous. Donc nous regardons Émile Hérichet une fois de plus. Donc voilà, le sujet se retrouve au sol, que ce soit sur le dos ou sur le ventre. Donc l'idéal, c'est de trouver un moyen de se mettre simplement sur le côté, de rouler sur le côté et ensuite de prendre progressivement des appuis pour se mettre à quatre pattes et enfin poser un pied devant soi afin de se relever. Autre solution, donc même principe, on se roule sur le côté. On ramène les genoux vers la poitrine, prendre appui sur les mains et les genoux. Et là, on se déplace vers une chaise ou quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, justement. Alors, dans le cas où on n'a pas d'appui forcément, l'appui d'une chaise ou d'un autre élément, donc toujours en se roulant sur le côté, on prend appui sur les mains, pousse sur ses mains pour prendre appui sur ses genoux, pose un pied devant, et là, il va s'appuyer avec ses deux mains sur sa jambe, en poussant le buste en avant afin de se relever. Donc ce sont des techniques relativement simples, mais qui permettent effectivement de compter sur soi et de savoir qu'on peut se relever sans attendre, sauf traumatisme important, parce qu'on peut tomber et se faire très mal.
ou se casser quelque chose. Là, dans ce cadre-là, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais on peut donc apprendre à se relever. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire chez soi. On installe un petit tapis, une chaise à côté. On se met tranquillement au sol en s'appuyant sur sa chaise. On pose un genou après l'autre, puis les fesses, etc. Et une fois allongé, et puis, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on se roule sur le côté, on passe à 4 pattes et un pied devant l'autre, on s'appuie sur sa cuisse pour pouvoir se relever, ou encore on marche à 4 pattes jusqu'à une chaise ou un autre moyen d'appui pour pouvoir se relever. Petits exercices qu'on peut travailler au quotidien aussi. Ça fait partie des réflexes qu'on doit avoir au cas où. D'accord. Donc à la limite, presque à l'instar des plans de prévention des risques majeurs, etc., à la limite, il faudra même presque faire une éducation de prévention des chutes, avec toutes les techniques pour éviter de chuter, travailler son équilibre, travailler sa coordination, apprendre à se relever. À la limite, ça pourrait faire l'objet d'un programme complet. Tiens, c'est peut-être une suggestion à faire dans le cadre des stages de préparation à la retraite, par exemple. Préparer les gens, effectivement, à cet aspect très physique du vieillissement des organismes et se préparer à se relever, et en tout cas à éviter les conséquences néfastes des programmes de chute. Alors il existe également, tout le monde le voit, des aides concrètes pour aider à la marche. Alors est-ce que c'est des choses que vous conseillez en prévention, ou alors est-ce que vous préférez que les gens réapprennent à marcher tout seuls, sans l'aide de des cannes, des trépieds, des tripodes? Ce que nous on appelle les aides mécaniques, en fait. Les aides mécaniques ont leur vraie place, je pense, dans l'aide à la marche. Mais elles ont une place quand un déficit a été constaté et qu'elles ont été par des professionnels. Alors je pense aux kinésithérapeutes, tout particulièrement aux médecins de la rééducation, ou toute personne qui a une compétence dans ce domaine-là, quand ces personnes-là ont identifié qu'il s'agissait de l'aide adaptée. Et après, comme tout, ça s'adapte à la personne. C'est-à-dire que moi, je vois arriver en consultation des personnes avec des cannes que leur petit-fils allait chercher à la pharmacie et qui n'ont pas été adaptées à leur hauteur. Alors ça paraît stupide, mais une canne, ça se recoupe. On adapte des béquilles, enfin vous savez les cannes anglaises, on adapte les déambulateurs, on adapte les cannes aussi. Donc tout ça, ce sont des aides mécaniques utiles, mais qui doivent faire l'objet d'un diagnostic avant par un professionnel pour être sûr que c'est l'aide adaptée et qu'effectivement on ne pourrait pas la combiner, ou idéalement il faut toujours la combiner avec un entraînement physique. Et que ce soit avec des spécialistes, des kinésithérapeutes du domicile, qui sont des alliés indispensables, et toute personne qui a chuté doit faire l'objet d'une rééducation, quelle qu'ait été l'importance de la chute. Mais pour ça, il faut poser la question à quelqu'un, est-ce que vous avez chuté? Très bien. Donc, le message, je pense, est clair tout au long de cette émission, ne pas prendre les chutes à la légère, même si on ne constate pas de blessures particulières, mais faire également attention au traumatisme psychologique qui peut découler de cette ou de ces chutes. S'inquiéter quand il y a plusieurs chutes qui dès la surviennent. Dès la deuxième, donc voir un professionnel, son médecin. On devrait s'inquiéter à la première chute, mais ce qu'on sait, c'est que nous, on considère que les gens sont des grands chuteurs à la deuxième chute. Donc première chute, bilan, rééducation, on va dire simple. 2 chutes, bilan très approfondi et rééducation peut-être un peu plus renforcée. Et on n'oublie pas donc de maintenir une activité physique en prévention, en amont, et quel que soit son âge, même si on n'a pas fait de sport pendant 10, 20, 30, 40 années, il n'est jamais trop tard, et je pense que Félia ne me démentira pas, pour reprendre une activité physique. Tout à fait. Adaptée si possible. Si vous aviez donc, en conclusion de ce sujet, quel conseil majeur et primordial donneriez-vous à nos téléspectateurs?
Mais je dirais à ceux qui accompagnent des sujets âgés, demandez-leur s'ils ont un jour chuté, parce que les sujets âgés ne vous le disent pas. Donc il faut leur demander, parce que c'est pas parce qu'ils se sont relevés tout seuls que c'est pas grave. Et ensuite, oui, je pense qu'il faut maintenir cette place essentielle de l'activité physique adaptée, sachant que toute activité physique est une activité physique valable. Je veux dire, se promener dans son jardin, enfin, je ne pense pas que c'est notre spécialiste de l'activité qui va me contredire, se promener dans son jardin, aller chercher son pain à la boulangerie du coin, ou même aller simplement jusqu'à la camionnette qui s'arrête devant la maison, toute activité physique vaut bénéfice, apportera bénéfice. Et il faut qu'elle soit maintenue, quel que soit l'âge où on la débute. Célia, je crois qu'elle a fait vraiment le tour. Très bien. Donc, on maintient une activité physique, on surveille tout particulièrement ses proches âgés, et soi-même, si on est soi-même âgé, vis-à-vis des chutes, hein, d'une façon générale de son état de santé, mais lorsqu'il y a chute, une vigilance particulière s'impose pour éviter tout accident et tout traumatisme qui succéderait à cette chute. Et on maintient l'activité physique. Et ce qu'on peut conseiller, c'est de se rapprocher éventuellement d'un professionnel de l'activité physique adapté pour voir comment continuer à pratiquer une activité physique en toute sécurité. Merci mesdames pour votre présence et vos judicieux conseils. Alors avant de clore le chapitre de cette émission, nous avons en ligne madame Marie-Lydie Fidelin, qui est la présidente de l'association ASACAD, d'aide aux qui prend en charge les aidants familiaux et qui nous parle de prochaines sessions de formation dédiées aux aidants familiaux. Donc madame Fidelin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous organisez en collaboration avec l'AMAF, hein, l'autre association d'aidants familiaux, et avec la CGASS, plusieurs sessions de formation destinées aux aidants familiaux. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous communiquer le programme de ces journées de formation et à qui elles s'adressent? Oui, merci. Donc, il faut savoir que l'année dernière, nous avons déjà organisé 2 séminaires. Donc, face au succès de ces séminaires, nous avons décidé de reconduire avec les partenaires que vous avez cités 4 sessions cette fois-ci. Donc, une HLChem du 23 au 25 mai, donc en décentralisé, une à Trinité du 27 au 29 mai, une à Rivière-Salée du 30 au 1er juin et la dernière au Carbet du 3 au 5 juin. Alors, comme vous le disiez, évidemment à la destination des aidants familiaux, donc de ceux qui s'occupent d'un proche dépendant fragilisé, tout simplement pour leur permettre d'enrichir donc leur positionnement, leur capacité relationnelle, d'acquérir d'autres outils pour que la prise en charge effectivement demeure pérenne. Voilà. Très bien, donc les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de la SACAD. Hein. Nous avons, voilà. Nous diffusons les coordonnées de l'association à l'écran. Donc toute personne qui s'occupe d'un proche âgé et fragilisé, voilà, peut s'inscrire à ces sessions de formation. Voilà. Et la formation, il faut le dire, est gratuite. Et gratuite. Donc se rapprocher de l'association. Vous avez encore des places disponibles pour voilà, ces sessions? Quelques places, puisque c'est 2 jours et demi, il faut le dire quand même. 2 jours et demi de formation. Il ne reste pas beaucoup de place, alors positionnez-vous. D'accord, très bien. Donc une aide conséquente hein, pour ces personnes dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, les aidants familiaux qui sont soumis souvent à rude épreuve et développent elles-mêmes des risques pour leur santé et pour leur propre santé mentale également. Très bien, ben, merci beaucoup Madame Fidelin. Nous pensons que vous aurez des inscriptions. D'autres sessions sont prévues également? Pour cette année, 4. D'accord. C'est déjà mieux que l'année dernière, donc voilà. Très bien, bah, écoutez, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler de vive voix avec vous. Merci beaucoup Madame Fidelin. Merci à très bientôt. Toujours présente. Merci. Bonne fin de journée. Pareillement, au revoir. Merci.
Écoutez, cette émission est arrivée à son terme. Je remercie encore mes invités, Dr Godard, Célia Zami. Et nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain pour un nouveau numéro. Ça sera le 30e de Mahogany. À très bientôt.